Alors, si j'ai bien compris le thème du débat, il s'agit de parler un peu de la décroissance et de présenter et de critiquer, le cas échéant, cette théorie qui n'est pas tout à fait nouvelle, mais qui tente à se diffuser pas mal aujourd'hui. Alors, je suis là pour défendre le point de vue décroissant ou accroissant. Je dirais que la théorie de la décroissance, elle est née comme une sorte de protestation contre ce que les Grecs appelaient l'hybris, c'est-à-dire la démesure d'un système productiviste, d'un système économique orienté vers une croissance infinie. Et l'idée de base, évidemment, c'est que la Terre est un espace fini, c'est pas une superficie sans fin, c'est un globe. Et dans un monde fini, il ne peut pas y avoir une croissance matérielle infinie. Pour citer une phrase bien connue, les arbres ne peuvent pas pousser jusqu'au ciel. Et ce mouvement qui tente à s'accélérer, qui cherche à produire toujours plus, à réaliser toujours plus de profits, fabriquer toujours plus de marchandises, toujours plus de consommation, et dont on voit bien aujourd'hui qu'il craque un petit peu partout. Son mot d'ordre, finalement, qui est un peu le mot d'ordre, je dirais, de toute la modernité, c'est toujours plus. Toujours plus de choses, toujours plus d'objets, toujours plus de consommation, toujours plus de production. Et à l'hybris, la démesure, je crois que, comme le disait déjà Aristote dans sa critique de la crématistique, il faut savoir opposer la prudence, la phronésis, dire parfois c'est assez, ou ça suffit, au lieu de dire toujours plus. Donc, la théorie de la décroissance, elle s'ordonne fondamentalement autour de l'idée de limite. Il y a toujours des limites. On ne peut pas repousser perpétuellement les limites, comme nous y invitait au XIXe siècle l'idéologie du progrès, qui nous disait que non seulement toute nouveauté est bonne en tant qu'elle est nouvelle, mais ça va toujours aller mieux, on va toujours être plus, et être plus en l'occurrence, ça voulait dire avoir plus. Cette espèce de passage de la civilisation de l'être à la civilisation de l'avoir étant un autre aspect des choses. Donc deux observations élémentaires, assez banales d'ailleurs, au départ, l'une concernant les pollutions, l'autre concernant les réserves naturelles. Bon, les pollutions, je crois qu'il n'y a pas beaucoup à s'y étendre. Le spectacle quotidien de toute la destruction des quêtes naturelles d'existence, de toute la transformation de la planète en poubelle, la désertification, les pollutions des nappes phréatiques, la déforestation, la forêt d'Amazonie diminue de 6% par an, les pollutions maritimes, terrestres, aériennes et autres. On est évidemment en plein dedans avec l'actualité, puisqu'au moment où nous parlons, je crois qu'il y a à peu près, on le sait maintenant, 2 à 3 millions de litres de pétrole brut qui se déversent tous les jours en mer au large de la Louisiane, grâce aux intéressantes activités de British Petroleum. On sait par ailleurs que ce qu'on appelle l'empreinte écologique, ecological footprint, comme disent les Anglais, c'est-à-dire la superficie productive de sol et d'eau dont une collectivité donnée a besoin pour subsister, s'étend régulièrement. Elle a augmenté de 50% entre 1970 et 1997, et certains auteurs ont calculé que si tous les bipèdes, tous les habitants de la planète Terre consommaient autant que les Américains du Nord, il nous faudrait sans doute 6 ou 7 planètes supplémentaires pour accommoder tout cela. Et dernier point, donc, second point plus exactement, les réserves naturelles. Très longtemps, on a considéré, les auteurs libéraux du XVIIIe siècle étaient à peu près tous d'accord là-dessus, que les réserves naturelles étaient à la fois illimitées et gratuites. Aujourd'hui, on sait très bien qu'elles ne sont pas illimitées et qu'elles ne sont pas non plus gratuites.
Alors bien entendu, les experts discutent toujours pour savoir à quel moment telle ou telle réserve sera épuisée, et il est normal que ce genre de discussion ait lieu. Ce qu'on sait simplement, c'est qu'un jour, par définition, elles seront épuisées, que seront les découvertes que l'on fera. À l'heure actuelle, les 3/4 de toute l'énergie qui est consommée dans le monde entier provient de réserves naturelles fossiles, le gaz, l'uranium, le charbon, et évidemment, surtout le pétrole, et pour des raisons compréhensibles, car le pétrole a été le grand élément porteur de la civilisation occidentale et de la civilisation tout court depuis à peu près un siècle. On s'interroge beaucoup, évidemment, sur ce qui va arriver avec le pétrole. On sait, on ne va pas s'ennuyer avec des chiffres, mais à l'heure actuelle, je crois qu'on consomme dans le monde 87 millions de barils de pétrole par jour. En 1970, non, en 2002, c'était 77 millions, donc évidemment, ça augmente. On sait qu'en 2050, nos besoins devraient doubler, qu'à la fin du siècle, ils devraient quadrupler, c'est-à-dire qu'on va avoir besoin de plus en plus de pétrole au moment où il y en aura, évidemment, de moins en moins. Je parle des pétroles conventionnels, la question des pétroles non conventionnels, du type des schismes bitumineux de l'Alaska ou du Saskatchewan, et tant autre chose, parce que les perspectives sont très incertaines, et comme ça produit en plus des coûts de transformation et des pollutions considérables, ce n'est pas vraiment une très grande solution. Bon, voilà un petit peu le cadre, avant d'aller plus avant. Bien, je crois qu'en effet, Alain de Benoît a bien résumé la thèse de légitimant la décroissance. Alors j'ai un point de vue difficile à défendre parce qu'apparemment je vais aller contre l'air du temps, puisque il y a une certaine mythologie écologique qui s'est répandue dans les médias et dans les différentes opinions publiques, qui fait que je me trouve un petit peu à contreporter, en contresens du mainstream, du courant principal. J'observerai sur ce qui vient d'être dit un premier élément qui est ce que j'appellerais le paradoxe ou le sophisme même de Malthus. Malthus est très important dans cette histoire. Le discours qu'on entend aujourd'hui, on peut le faire remonter au moins à Malthus. Malthus est un pasteur anglican du début du XIXe siècle, qui a écrit de très bons ouvrages d'économie. Mais il a mis en place cette idée que les besoins de l'homme croissaient de manière géométrique, une croissance géométrique, alors que les ressources ne croissaient que de manière arithmétique. Et donc, forcément, il y a collision entre ces deux courbes, l'une allant beaucoup plus vite que l'autre, et on arrive à un moment d'explosion, de manque de besoins et de crise, et que par conséquent, il faudrait courber, c'est un peu ça la théorie de la décroissance, même qu'il faudrait diminuer, en tout cas courber la courbe de la croissance pour la faire se coller plus à la courbe censée arithmétique, de progression arithmétique des ressources naturelles. Alors ce schéma a imprégné des générations jusqu'à aujourd'hui. Bien qu'il ait été contredit par les faits, bien sûr, mais ça ne l'empêche pas de... Alors, notamment, on l'a vu réapparaître, les plus anciens d'entre nous s'en souviennent, au moment du Club de Rome. Je suis un peu étonné, d'ailleurs, qu'Alain de Benoît, d'une certaine manière, s'inscrive dans ce Club de Rome qui a été un fiasco intellectuel total, mais enfin qui a eu, à l'époque, un impact formidable sur l'opinion publique et l'idée même de la décroissance. À l'époque, il y avait un certain commissaire européen qui s'appelait Siko Manshop, qui était à la tête de la Commission de Bruxelles et qui s'est laissé tellement imprégner par les équations géométriques et arithmétiques du Club de Rome qu'il a été le premier promoteur en Europe de la croissance négative.
Alors, je ne vais pas me lancer dans une analyse critique de détail, évidemment, de ces travaux. Je vais faire deux observations qui paraissent importantes. La première observation, c'est que ces schémas sont des schémas d'ingénieurs. Le club de Rome était peuplé de gens qui ne connaissaient pas vraiment les mécanismes économiques et raisonnaient en termes physiques. Et par conséquent, alors je ne dis pas ça pour vendre ma boutique, hein, parce que, évidemment je suis économiste, j'ai tendance à mettre en avant la raison économique. Mais tout de même, nous sommes dans un problème de rareté, donc dans un problème économique. Et la rareté est le pain que mange tous les jours l'économie. Donc il s'y connaît un petit peu en matière de rareté. Donc, le problème de raisonner en termes physiques, c'est que on oublie le phénomène du prix. Et le prix, il faut sans cesse le rappeler, parce que c'est à la fois élémentaire et oublié, le prix est un condensé formidable d'informations. Un prix sur un marché où il n'y a pas d'intervention, évidemment, où il n'y a pas d'interférence extérieure au marché, le prix est un condensé d'informations qui, en lui, condense, résume toutes les données disponibles sur le marché, mais aussi toutes les prévisions possibles. Et par conséquent, il est un signal indispensable pour détecter les raretés là où on peut les déceler. Et par conséquent, si un phénomène malthusien se manifestait, il s'en manifeste de temps en temps, forcément, sur tel ou tel secteur de l'économie, immédiatement, la réaction des prix vient avertir les agents économiques de la rareté, et par conséquent, il y a deux effets qu'on peut attendre d'une augmentation des prix. Tout ça est extrêmement classique, je m'excuse de le rappeler. Un, une diminution de la demande, et deux, une augmentation de l'offre, soit du produit rare, soit de produits qui peuvent compléter ou complémenter ou concurrencer le produit, la matière première, qui est en quelque sorte visée par ces nouveaux effets. Donc, c'est d'ailleurs ce qu'avait rappelé cet excellent Raymond Barre face à ces commandes jeunes. On est là dans un vieux débat. Évidemment, Raymond Barre n'est peut-être pas non plus quelqu'un qui est très, très populaire en France. Raymond Barre avait rappelé tout simplement le rôle des prix dans l'économie. Par conséquent, il avait bien vu les failles du raisonnement du Club de Rome qui se perpétuent encore aujourd'hui. Deuxième observation, j'en ai évidemment beaucoup d'autres, mais je ne vais pas m'étendre trop maintenant. Deuxième observation, cette idée justement que la Terre est finie. Bien sûr que la Terre est finie. Surtout quand on a vu les images de satellites, on voit bien que c'est un monde clos. Bon. Mais il faut savoir que les ressources de la Terre sont inconnues. Elles sont inconnues. Le raisonnement de la décroissance repose sur l'idée qu'on connaît les ressources naturelles. Or, on ne les connaît pas. Et sur un domaine particulièrement qui paraît particulièrement source de limitation, comme le pétrole, on ne connaît pas. Il n'y a pas d'instance quelque part au monde indépendante en plus des intérêts pétroliers. C'est très important, n'est-ce pas? Parce que nous avons beaucoup d'informations, mais elles viennent soit des compagnies, soit de l'OPEP. Les États n'ont pas les moyens. Les États, et encore moins les experts indépendants comme vous et moi, n'avons pas les moyens de savoir exactement ce qu'il en est du point de vue de ces ressources. Donc, les ressources telles qu'elles sont calculées sont des calculs de probabilité extrêmement fragiles. Je parle des ressources pétrolières, mais c'est vrai pour toutes les ressources minières. Ce sont des ressources calculées à partir de travaux de probabilité extrêmement complexes, à partir des plus récentes découvertes. Et ce qui a alerté
les gens du Club de Rome à l'époque, autour du Club de Rome, c'est qu'en effet, on ne découvrait plus de grands gisements et que par conséquent, apparemment, on était au bout de quelque chose. Or, je suis assez vieux, hélas, pour connaître un peu la musique. En moment de la première crise du pétrole, on nous disait il n'y a plus que pour 30 ans. L'horizon pétrolier était de 30 ans. Qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? Après une augmentation que vous avez rappelée, vous êtes limité à 10 ans, mais si on remontait à 73, on était à l'époque autour de 50-60 millions de barils par jour. Malgré une formidable augmentation, de la consommation pétrolière, l'horizon pétrolier est toujours aussi lointain. Donc, on est toujours à 30 ans, selon les experts. Donc, je veux bien qu'il y ait un manque de ressources, un peak oil quelque part, mais il est à un horizon suffisamment lointain pour qu'il n'y ait pas d'incidence réelle sur aujourd'hui. Le peak oil dont on doit parler, en vérité, il y a un peak oil, mais il est du côté de la consommation. Ça, c'est assez peu connu. L'OCDE, c'est-à-dire l'ensemble des pays riches, a atteint un pic oil il y a 2 ou 3 ans. Et depuis, la consommation pétrolière diminue dans les pays de l'OCDE. C'est-à-dire que mais pas dans le monde. Dans l'OCDE, non, bien sûr. Dans l'OCDE, bien sûr. Alors évidemment, il y a d'autres pays émergents qui viennent s'installer à la table du festin, ce qui est tout à fait normal. Et je trouve d'ailleurs que ça on pourrait en parler, je ne sais pas si on en a parlé, on aura le temps, mais il y a dans le discours de la décroissance quelque chose qui est comme fermer la porte aux nouveaux arrivants. On dit voilà, nous on s'est engraissé, maintenant on a un problème de limite, et donc serrons-nous la ceinture, mais nous on est à un certain niveau, et par conséquent, voilà. Alors, c'est ces deux observations que je voulais faire, mais je vais reprendre la parole un peu plus tard, je vais vous laisser répondre sur cette fois. Bon, tout de suite, 2-3 petits commentaires, bien sûr. Club de Rome, bien sûr, je me souviens du Club de Rome. Et également des théories de Malthus, quoique n'ayant pas été son contemporain. On sait très bien les erreurs qu'avait fait Malthus. La théorie de la décroissance, moi je ne la mets pas du tout dans une perspective malthusienne. L'un des chercheurs les plus scientifiques qui s'inscrit dans cette école de la décroissance, le chercheur d'origine roumaine, Georgescu Röntgen, lui c'était beaucoup plus basé sur l'étude de la seconde loi de la thermodynamique, etc. Bon, on peut dire que c'est également des choses très, très abstraites. Vous avez raison de mettre l'accent sur les prix. Bien sûr que c'est un élément très important, même si j'ai tendance à être un peu sceptique sur le prix pur, sur l'interférence du marché, sur le libre marché, parce que je crois que le libre marché est plutôt un modèle idéal typique au sens weberien du terme. À la vérité, je crois qu'aucun marché n'est totalement libre et que l'ajustement par la main invisible de l'offre et de la demande n'est jamais parfaite, ne serait-ce d'ailleurs que pour une raison très simple, c'est que l'ajustement de l'offre et de la demande ne prend en compte que la demande solvable, par définition. Et quid de la demande insolvable? Je crois par ailleurs que dans la formation des échanges, dans la formation des prix, il y a toujours des relations de pouvoir qui interviennent à un moment ou à un autre. Ce qui fait que, pour prendre une formule, la main invisible n'est invisible que pour l'œil qui est aveugle. Mais je pense que ce n'était pas ça tout à fait l'essentiel. La question, comment dire, des réserves, la réponse que vous faites est une réponse de bon sens d'ailleurs, qui est finalement on n'en sait rien. On va peut-être trouver du pétrole. On va peut-être trouver des substituts à l'énergie pétrolière. On va peut-être trouver des énergies renouvelables, peu coûteuses, formidables, un jour ou l'autre, l'intelligence et l'inventivité humaine stimulée par la
cherté, la rareté, etc., trouveront des solutions. Bon, peut-être, je le souhaite d'ailleurs. Moi, je ne souhaite pas être un prophète de mauvais augure. Mais si on raisonne en termes de probabilité, il faut aussi admettre que peut-être on ne trouvera pas. Le peak oil, je ne suis pas tout à fait d'accord sur les données que vous donnez, que vous indiquez plutôt. Bon, il y a comme toujours des querelles d'experts, puisque certains pensent que le peak oil, globalement, pour le pétrole conventionnel, c'était déjà en 2008. Le peak oil, c'est-à-dire alias le pic de Hubert, c'est le moment où le pétrole commence à être extrait à rendement décroissant. On sait quand même que ce peak oil a été atteint dans un très grand nombre de pays, à commencer par le territoire nord-américain. Et les estimations les plus optimistes nous disent que c'est encore 30 ans. Mais 30 ans à l'échelle de l'histoire, c'est rien du tout. 30 ans en arrière, ça nous ramène à la crise pétrolière des années 70 et 80, ce qui est finalement hier. Donc 30 ans, c'est demain. Et la question reste quand même posée. Nous savons bien qu'on va avoir, globalement dans le monde entier, de plus en plus besoin de pétrole, et il y en aura forcément moins, en toute hypothèse, puisque ce sont des quantités finies. Le pétrole, les gens pensent souvent que c'est le carburant, c'est l'essence qu'on met dans la voiture. Le pétrole, c'est beaucoup plus que ça, mais c'est pas à vous, bien sûr, que je vais de l'apprendre. Le pétrole entre en composition dans une foultitude de produits extraordinaires, depuis les matières plastiques jusqu'au bas nylon, en passant par énormément de choses. Et le pétrole n'est pas substituable, en toute hypothèse, par n'importe quoi. Aujourd'hui, les énergies alternatives, renouvelables, on essaye beaucoup de choses. L'énergie marémotrice, les éoliennes, l'énergie solaire, on fait toujours les recherches sur la fusion, etc. Mais enfin, aujourd'hui, ça représente à peu près 5% de la quantité globale d'énergie qui est consommée. Prenons un exemple simple qui est celui de l'aviation. Bon, jusqu'à présent, les avions marchent avec du kérosène, c'est-à-dire avec certaines formes de pétrole. Si le pétrole se met à flamber de manière durable, je veux dire, les prix se mettent à augmenter de façon durable, ça va se répercuter évidemment sur le prix du kérosène, ça va révolutionner totalement l'industrie de l'aviation. Certains observateurs, avec lesquels je suis un peu d'accord, tentent à penser qu'à échéance d'une quinzaine, de 15 ou 20 ans, le tourisme d'aviation de masse va disparaître, parce que ça sera trop cher. Mais vous me répondrez là-dessus. À moins que vous vouliez le faire tout de suite. Oui, sur ce point. Allez-y. Oui, alors, si je suis partisan de la décroissance, quelque part, c'est justement pour le tourisme. Si je peux mettre une incidence, tant mieux. D'accord, mais l'augmentation. Non, ça fait c'est autre chose. Non, ça fait partie ça fait partie quand même de l'utilisation des ressources naturelles. Il y a une chose que très peu de gens savent dans ce pays, qui est la première destination touristique, c'est qu'on est passé en quelques années de 45 millions de touristes par an à aujourd'hui 75 millions de touristes. Et que par conséquent, et à la fin dans 10 ans, on sera à 100 millions de touristes. Donc là, il y a là un problème qui est peu connu, qui est soumis à des intérêts très particuliers et qui est extrêmement dangereux, parce que s'il y a une ressource limitée, alors là je vais aller dans votre sens, s'il y a une ressource limitée, c'est bien le patrimoine artistique de ce pays. On ne peut pas multiplier les tours Eiffel ni les tours de Notre-Dame. Donc il y a une ressource limitée qui est envahie et usée et abusée par ces énormes flux de touristes. Ce qui fait que la France retrouve au niveau planétaire la place qu'elle avait dans l'Europe allemande des années noires, c'est-à-dire une destination touristique particulière. C'est-à-dire qu'elle servait de base arrière pour l'armée allemande, de base de plaisir, de loisirs. Et contrairement d'ailleurs à la légende, on jouait du jazz, on s'amusait beaucoup. Voilà. Alors ça, tant mieux s'il y a une augmentation du prix du transport. Je vous laisse là. Je voulais faire cette incident. Oui. Alors,
Sur le tourisme, je veux dire, nous sommes tout à fait d'accord, n'est-ce pas? Mais vous m'avez interrompu quand même au milieu de mon développement. C'est-à-dire que le renchérissement considérable du coût du transport aérien ne va pas jouer que sur le tourisme. Ça va nécessairement jouer sur le transport, l'acheminement de quantité de marchandises qui voyagent d'un bout à l'autre du monde à l'heure actuelle, parce que les transports sont relativement peu chers. C'est ce qui nous permet, en France, de manger des fraises du Chili au mois de décembre ou des choses de ce type-là. On ne va pas forcément continuer à manger des fraises produites à l'autre bout du monde à des saisons où ça ne pousse pas chez nous. Aujourd'hui, on est dans des schémas qui me paraissent totalement aberrants. Par exemple, on va pêcher des poissons au large de la Norvège, on va les envoyer au Maroc pour être ouverts, et puis de là, on va les envoyer en Pologne pour être consommés. C'est le type même d'absurdité qui vient de ce que le transport aérien a explosé parce que le kérosène n'était pas très cher. Si on a un kérosène qui vaut 10, 20, 100 fois plus, on va être dans un tout autre cas de figure, et ça va être par là même déjà un changement de civilisation, au moins partiel, qui ne touchera pas seulement le tourisme. Donc, on reste quand même sur ce problème, c'est-à-dire nous sommes devant des réserves, quel que soit le point de vue sur on en trouve ou on n'en trouve pas, on sait que ces réserves sont finies. Elles ne peuvent pas être renouvelées en permanence. En un siècle ou 2 siècles, on a consommé grosso modo ce que la Terre avait mis 300 millions d'années à constituer. Bon. Bien entendu, vous me disiez, la Terre, au fond, on ne connaît pas tout. Il y a peut-être des choses, mais oui, c'est vrai. Mais ça, c'est l'acte de foi, ou l'acte d'espérance, peut-être. Mais, juste un mot. Mais c'est pas avec l'acte de foi qu'on peut donner des réponses très positives, parce que peut-être qu'on ne trouvera pas, et puis peut-être qu'on trouvera trop tard, ou qu'on trouvera après les échéances. Donc le problème reste absolument entier de savoir comment on va trouver les énergies alternatives. On sait très bien que c'est pas en mettant des éoliennes partout qu'on va faire fonctionner les avions, sauf à les transformer en cerfs-volants, et par conséquent, le problème est quand même posé. Voilà. Alors, je ne suis pas sûr, malheureusement, que le prix du transport va augmenter, en vérité. C'est que il y a une chose dont on n'a pas parlé jusqu'à maintenant, qu'on a à peine évoqué, c'est la productivité. C'est-à-dire que le progrès technique. Que par conséquent, il est possible, et ça s'est toujours passé comme ça dans le passé, on ne voit pas pourquoi tout d'un coup on manquerait de ressources de ce côté-là, et ça se passera aussi dans l'avenir. Une augmentation du prix va répondre à une modification de la technique pour pallier cet handicap. Bon, et puis, si par malheur ou par bonheur, moi je n'ai pas de point de vue là-dessus, d'ailleurs, je ne suis pas un consommateur des fraises chiliennes l'hiver, je m'en fiche complètement, je trouve ça aberrant comme vous. Quel grand mal, en effet, qu'on revienne à des consommations saisonnières. C'est pas ça qui va nous faire décroître. Au contraire, ça va donner peut-être plus de croissance, plus d'emplois dans de l'agriculture de qualité. Je voudrais ajouter ceci qui me paraît assez important au point de vue du prix. On dit que le kérosène va augmenter parce que son prix n'est pas suffisant aujourd'hui. Vous oubliez de dire, cher ami, que le prix du pétrole, le prix du kérosène est lourdement taxé. Par rapport au coût moyen du baril de pétrole. Je regrette qu'on parle que du pétrole, mais bon, c'est quand même un point essentiel. Le coût moyen du baril de pétrole est aux alentours de, je dirais, $10 le baril. Bon. Le prix sur le marché varie entre $35 et $140. Donc, il y a là une rente absolument faramineuse qui va dans les poches des États de l'OPEP, dont on pourrait peut-être dire un mot, parce que quand même, il avait, parce qu'il ne l'a plus beaucoup, il avait
une- un costume tiers-mondiste. Et il était à l'avant-garde de la lutte au moment du premier coup pétrolier. Il était à l'avant-garde des nations prolétaires. Souvenez-vous, la bannière de l'OPEP, c'était les nations prolétaires. Il allait entraîner les pays producteurs de matières premières dans ce mouvement formidable d'émancipation grâce au monopole, grâce au cartel, etc., grâce au prix. Donc vous avez une fiscalité OPEP qui est extrêmement lourde. Et par là-dessus, le pétrole est la vache à lait de nos États surendettés qui ne savent plus où trouver de l'argent. Et nous payons en essence une part formidable, n'est-ce pas, du prix de l'essence, 90%. Bon, idem pour le kérosène, peut-être moins pour le kérosène. Donc, s'il y a une taxe écologique sur le pétrole, elle existe déjà. Oui. Et laissez-moi terminer. Oui. Et donc, le prix du pétrole est beaucoup plus au-dessus, n'est-ce pas, du prix qui devrait être. Et par conséquent, il y a un gâchis formidable d'investissement, non seulement dans ce domaine, puisque cette rente est appropriée par des gens qui n'en font rien, qui le recyclent dans des banques, et deuxièmement, ce prix artificiel du pétrole. Je suis bien d'accord avec vous que le prix du marché est un idéal type et qui ne peut que servir de référence. Malheureusement, parce que sans prix de marché, nous sommes aveugles, nous ne voyons pas ce qui se passe. Mais que toutes les énergies concurrentes sont lourdement subventionnées, que ce soit l'éolienne, le solaire, les énergies vertes, les subventions aux économies d'énergie. Tout ce secteur ressemble à une économie soviétique, n'est-ce pas? C'est le village Potemkin. Il y a un gâchis énorme du fait de cette cartélisation au départ de l'OPEP qui a engendré d'autres cartélisations, d'autres subventions. Et donc on est dans un système totalement absurde. Et évidemment, il y a une déperdition, j'allais dire d'énergie, c'est un mauvais jeu de mots, déperdition économique tout simplement dans ce secteur. Nous sommes tout à fait d'accord là-dessus. Ça, je ne vais certainement pas me battre pour justifier le système aberrant de production, de taxation, de fiscalisation. Mais ce n'est pas l'essentiel, parce que si ça augmente... regardez les États-Unis. Les États-Unis n'ont pas, concernant le carburant, les mêmes taxations que nous, bien au contraire. Hein. Les Européens qui vont aux États-Unis sont très frappés de voir un gallon de trucs, ça coûte apparemment rien du tout. Quand le pétrole, la dernière fois qu'il a augmenté considérablement, c'était il y a 3 ans à peu près, et il a atteint et dépassé les $100 le baril, les Américains ont trouvé ça absolument insupportable, ils étaient quasiment au bord de la révolution, alors que pour nous, ça nous paraissait des prix encore très tolérables. Alors, toutes choses sont évidemment relatives. Mais je voudrais peut-être aborder un autre aspect. La préoccupation écologique, elle apparaît au XIXe siècle sous des formes scientifiques, avec des gens comme Haeckel, mais elle ne passe dans le grand public que, grosso modo, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il y a quelques précurseurs avant, Charbonneau, Ellul, etc. Mais des auteurs comme Günther Schwab ou Rachel Carson, dans les années 50, sont encore très isolés. Depuis, il y a, pour prendre la formule bateau classique, il y a eu une prise de conscience écologique formidable. D'ailleurs, on n'entend plus parler d'écologie aujourd'hui. Quand vous voyez à la télévision, même les voitures, maintenant, sont toutes écologiques. Hein. C'est formidable, elles sont très propres, elles polluent beaucoup moins, etc. Et tout ça s'est inscrit dans une formule bien connue, qui est ce qu'on a appelé le développement durable, ou soutenable, si on voulait se calquer sur l'anglais sustainable. Ça remonte au fameux rapport Brundtland, hein, la conférence de Rio, le sommet de la Terre, etc. Alors, le développement durable, les théoriciens de la décroissance sont extrêmement critiques à son endroit. Pourquoi ? Parce qu'ils y voient surtout une posture médiatique plus qu'autre chose. C'est-à-dire que le développement durable essaye de faire en sorte qu'on respecte mieux l'environnement, qu'on essaye de faire en sorte qu'il y ait moins de pollution,
mais qu'en même temps, on conserve les objectifs de croissance, alors que c'est précisément la croissance matérielle et surtout industrielle, évidemment, qui produit l'essentiel des pollutions. Donc c'est un peu vouloir résoudre la quadrature du cercle et trouver la formule du cercle carré. Je donnerai un exemple assez simple, mais vous avez certainement des choses à me dire là-dessus, d'ailleurs. De ce qu'a produit l'idéologie du développement durable, c'est le fameux principe pollueur-payeur. Quand on le présente comme ça paraît très sympathique. C'est-à-dire qu'autrefois, on pouvait polluer, ça ne coûtait rien. Donc, comme ça ne coûtait rien, on polluait à tire-larigot. On s'est dit, bon, maintenant, on va faire en sorte que les gens qui polluent, ils aient à payer. Bon. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé une sorte de marché du droit de polluer, une sorte de marché de la pollution. C'est-à-dire que ceux qui avaient le plus les moyens achetaient finalement le droit de polluer. Et comme c'était les plus riches, c'est aussi les plus puissants. Et comme c'était les plus puissants, c'était également ceux qui polluaient le plus. Et par conséquent, ça leur a fait une dépense supplémentaire, ils l'ont intégré dans le prix de revient, puis finalement dans le prix de vente, et en fin de compte, c'est le consommateur qui paye, et les pollutions n'ont en réalité pas diminué. Deuxième exemple, à propos de cette observation que je faisais à l'instant, sur le fait qu'aujourd'hui, tout se veut écologique, même ce qui est évidemment parfaitement polluant. C'est la négligence ou la non prise en compte de ce que pas mal d'écologistes appellent l'effet rebond, qui est quelque chose de très simple, mais que beaucoup de gens ne voient pas. C'est tout simplement que l'amélioration à l'unité de la dépense d'énergie ou de la production de pollution est compensée et généralement annulée si on augmente le nombre des unités. Pour prendre un exemple extrêmement simple, il est clair que 100 voitures qui polluent terriblement polluent quand même moins que 10 millions de voitures qui polluent peu. Parce que dans un cas, il y en a 100, dans l'autre, il y en a 10 millions. Or aujourd'hui, ce qu'on nous dit, c'est qu'on fait des voitures qui sont un peu plus propres, qui consomment moins d'essence, et des pots catalytiques, etc., etc. Bon. Donc ça pollue moins à l'unité, mais on veut toujours faire des centaines de millions de voitures supplémentaires. Les Chinois, d'ailleurs, sont preneurs. Comme il y en a 1,5 milliard qu'ils en voudraient au moins 2 chacun, ça va être formidable. Ce sera des voitures qui pollueront peut-être peu, mais comme il y en aura un nombre immense, l'effet sera pire. D'ailleurs, depuis le fameux protocole de Kyoto, qui était destiné, comme on s'en souvient, à limiter les rejets de CO2, de gaz carbonique dans l'atmosphère, la situation n'a cessé de se dégrader depuis. Donc, on voit bien que malgré les effets d'annonce, les effets médiatiques du développement durable, la situation, globalement, et quelle qu'en soit la cause, je n'aborde pas ici la question si controversée aujourd'hui du climato-scepticisme, de savoir est-ce que c'est l'homme qui fait qu'il y a un réchauffement, etc. Moi, je crois évident qu'il y a un réchauffement, et je serais très étonné que toutes les cochonneries qu'on a rejetées dans l'atmosphère depuis 2 siècles n'aient véritablement aucun effet sur le climat, mais laissons cette discussion en dehors, parce que je crois qu'elle n'est pas essentielle dans l'affaire. Ce qu'on voit globalement, c'est que les réserves naturelles continuent à s'épuiser, et les pollutions continuent à se développer. Donc, vous continuez à raisonner sur des ressources naturelles fixes, données de temps en temps. Elles sont infinies. Je n'ai pas dit qu'elles étaient infinies, j'ai dit qu'elles étaient inconnues. Et que, au cas où on toucherait une finitude quelque part, les prix réagiraient et orienteraient le savoir, la production, la consommation sur d'autres voies. Voilà. Comme on a connu ça pour le charbon, et avant du charbon pour le bois, etc. Vous avez évoqué ce vilain mot de développement durable qui est en effet absurde. Un développement ne peut être que durable, sinon c'est pas un développement. Et donc on est dans le pléonasme, on est dans le flatus voci, cher à nos politiques. Et alors c'est encore plus drôle quand on nous parle de développement soutenable, parce que la dette de ces États n'est même pas soutenable. Donc la soutenabilité, n'est-ce pas, elle est du côté des États, elle n'est pas du côté
de l'économie. Et malheureusement, nous allons connaître la décroissance que vous souhaitez, nous allons la connaître à cause justement de ce mur d'argent, ce fameux mur d'argent contre lequel se sont précipités, les yeux bandés, nos États, tête la première, une allure tout à fait incroyable. Mais, bon, on n'a peut-être pas assez réagi non plus. Donc, pour moi, un développement, je vais vous donner la définition, pour moi, d'un développement durable, d'un développement soutenable. C'est un développement qui respecte l'individu, les droits de l'individu. Voilà. Et qu'est-ce que c'est que les droits de l'individu, ou les droits de l'homme, si vous préférez? Qu'est-ce que c'est? C'est les droits de propriété. Et d'ailleurs, il n'y a de véritable croissance, de véritable développement, que basé sur des droits de propriété. Et j'ajouterais que tous les problèmes de pollution, pourquoi il y a des problèmes de pollution? C'est parce que les droits de propriété ne sont pas définis, sont mal définis, ou sont indéfinissables, comme par exemple qui possède l'atmosphère, qui possède la rivière, qui possède la plage. Donc ce sont des problèmes très difficiles du point de vue du droit, mais qui ont des solutions, qui sont des solutions connues, à condition de ne pas tomber dans la démagogie et dans la simplicité. Un pollueur n'est jamais seul. Il y a un pollueur et il y a des pollués. Et je ne veux pas dire que les torts se partagent entre les pollueurs et les pollués, mais s'il n'y avait pas de pollués, il n'y aurait pas de pollueurs. Je vais prendre un exemple comme un aéroport, comme l'aéroport de Roissy. Le fait même de cet aéroport, c'est des nuisances sonores effroyables, aussi pollution, etc., tout ce que vous voulez. Comment se fait-il que la population autour de Roissy, depuis que Roissy existe, est tellement augmentée? Il y a là quelque chose. Donc je veux dire que tous les pollués de Roissy sont en quelque sorte des pollués volontaires. Et qu'il y a quelque chose qui n'est pas payé, en effet. Il y a quelque chose qui n'est pas payé, sauf que cela se constate dans le prix de la propriété. La pollution organisée par Roissy fait ou devrait faire baisser relativement le prix du mètre carré dans les alentours de Roissy. Je ferme la parenthèse sur ce problème, mais encore une fois, il est très important de considérer qu'il n'y a pas de croissance économique authentique, de développement humain authentique sans respect des droits individuels, des droits de l'homme, bien que c'est un mot un peu vaste, n'est-ce pas? Alors, autre chose très importante, et même à dire cruciale, on aurait dû commencer par là, quelles sont les générations que vous prenez en compte, n'est-ce pas? Sont celles de vos enfants, de vos petits-enfants, de vos arrière-petits-enfants, jusqu'à quelle génération vous vous placez? Parce que si vous vous préoccupez de vos enfants, il n'y a pas de raison que vous ne vous préoccupez pas de vos petits-enfants. Et si vous vous préoccupez du sort de vos petits-enfants, il n'y a pas de raison, etc. Et par conséquent, si vous prenez en compte la chaîne infinie des générations à venir, vous ne pouvez prélever aucun baril de pétrole. Il y a un économiste britannique que j'aime bien, Jevons, au XIXe siècle, aux aventures de 1870, qui a écrit d'excellentes choses. Il avait dit que les ressources charbonnières étaient limitées et qu'on allait à la catastrophe. Bon, il avait oublié, pourtant c'est un bon économiste, il avait oublié, ce problème des générations, à quelle génération, à quel horizon on se situe, et 2, le problème du prix, et 3, les modifications de tous ordres qui sont provoquées par l'invention de ce. Pourquoi le charbon s'est substitué au bois? Parce que le bois était devenu trop cher en Angleterre. Pourquoi le pétrole est venu se substituer au charbon, etc. Pourquoi les schistes bitumineux qui aujourd'hui, dans le seul Venezuela, au Canada, représentent l'équivalent de l'ensemble des ressources pétrolières de la planète, connues
à ce jour. Pourquoi ne sont-elles pas exploitées? C'est que le prix n'est pas encore assez élevé, mais dès que à 100 $ le baril, ou même à 80 $ le baril, les schistes bitumineux du Venezuela et du Canada sont rentables, etc. Donc, quelle est la génération? J'aimerais bien que vous me répondiez à cette question, parce que, à mon avis, je veux avoir un point de vue, nous avons beaucoup de dettes à avoir envers nos aïeux qui nous ont amenés jusque-là. Donc, nous avons en quelque sorte à respecter, si c'est possible, ce qu'ils nous ont apporté, notamment au plan du patrimoine. Et là, on revient à la question touristique, où il y a un gâchis sans nom. Mais pour moi, nous n'avons, je vais le dire cyniquement, nous n'avons aucun devoir vis-à-vis de la énième génération. Ça n'a absolument aucun sens. Bon. Je trouve que l'argument par les générations, excusez-moi, est un peu un sophisme. Sur le papier, vous savez, c'est comme la flèche d'Achille, oui, oui. la tortue, etc. Bon. On se soucie, à vue humaine, des quelques générations qui viennent. Pourquoi? Ça ne veut pas dire qu'on est indifférent à celles qui vivront, si elles vivent encore, dans des centaines ou des milliers d'années. Mais il est clair qu'à l'échelle de l'histoire, il y a aussi un phénomène de relais. C'est-à-dire que nous essayons d'être responsables, non pas seulement dans notre immédiateté, mais également pour les décennies qui viennent. Et nous pensons que pouvoir ensuite passer le relais à des gens qui eux-mêmes sont responsables, et ainsi de suite. Donc, je crois que c'est un problème de relais qui nous mène, sans ça, ça ne nous mène pas bien loin. Maintenant, évidemment, vous l'imaginez, je tique un peu lorsque vous parlez de ce développement de l'individu et de ses droits de propriété. D'abord parce que je crois que l'individu, ça n'existe pas. Je ne crois pas que vous soyez un individu, et moi non plus. Je crois que nous sommes des personnes qui ont une dimension individuelle, mais aussi une dimension héritée, vous en parliez à l'instant même, une dimension d'appartenance, une dimension qui fait que nous ne sommes pas de partout et de nulle part, mais d'ici, de maintenant, d'une époque, d'une histoire, et que sans que toutes ces choses-là pèsent sur nous d'une détermination qui serait trop rigide, bien entendu, nous sommes quand même pris dans un contexte et on ne peut pas abstraire l'individu ou la personne de ce contexte. C'est la raison pour laquelle je dirais que le développement, entre guillemets, des individus est pour moi indissociable de celui des collectivités, des peuples, des cultures, des grands ensembles de cultures et de civilisations. Alors la propriété, je ne suis pas du tout pour le droit de propriété, mais je n'en fais pas un absolu. Je ne crois pas que le fait d'avoir acheté quelque chose vous donne un droit de propriété absolu. Si vous achetez un parc dans une région classée, je ne pense pas que vous ayez le droit de le vendre uniquement pour toucher le prix du bois ou de saloper ce paysage. Je pense qu'il y a des limitations qui doivent effectivement ne pas être abusives, mais raisonnables, négociées, étudiées, mais je ne crois pas que le droit de propriété puisse être véritablement un absolu. Alors, je connais bien la thèse qui consiste à dire, thèse libérale classique, on pollue surtout ce qui n'appartient à personne. Nullus, etc. Res nullus. Oui, bon. Romain. Oui, bon. Romain. Oui, c'est vrai. Mais ce qui n'appartient à personne finit par toucher tout le monde. C'est bien ça le problème. Lorsque vous dites, après tout, on pourrait se demander à qui appartient l'atmosphère, est-ce que la solution, vraiment, c'est de privatiser l'atmosphère? Est-ce qu'il y a une société privée à laquelle on doit payer pour pouvoir respirer? Certains ultralibéraux n'ont pas été tout à fait jusque-là, mais ils n'ont pas été très loin. C'était finalement l'appropriation privative des mers, des océans et d'un petit peu tout. Là, je pense qu'on va vers quelque chose de relativement délirant. Donc, toute cette histoire du développement durable, je la résumerai avec ce propos de Michel Serres, qui comparait la théorie du développement durable à un capitaine de navire, un grand navire, qui se dirigerait tout droit sur un rocher, et qui, en vue que le navire se dirige droit sur le rocher, au lieu de dire il faut changer de cap, il dit on va réduire la vitesse. Voyons quoi, il arrivera quand même sur le rocher, même si c'était un petit peu plus tard. Donc la théorie de la décroissance, c'est l'alternative, c'est de dire au contraire, il faut changer de cap. Il ne faut pas tout arrêter, on ne va pas revenir en arrière non plus, c'est pas du tout là. On ne veut pas la fin de l'histoire,
mais on veut changer un peu les habitudes des gens, aller vers peut-être moins de frénésie consommatrice, moins de frénésie dans l'achat d'objets, aller vers plus de relocalisation dans la production, dans la consommation, ce qui n'est évidemment pas facilité par la logique de la mondialisation libre-échangiste, génératrice de délocalisation, etc. etc. Et c'est aussi la mise en cause du principe même de la croissance, et notamment de ce qui la mesure, c'est-à-dire le PIB, le produit intérieur brut. Quand on dit qu'on a fait 2-3% de croissance, ça veut dire que le PIB a augmenté de 2 ou 3%. Mais le PIB, il faut quand même rappeler d'abord que ce n'est pas un indice de mesure du bien-être, mais un indice de mesure de l'activité économique et de la valeur économique ajoutée, quelle qu'en soit la source. Ce qui veut dire que le PIB comptabilise positivement les catastrophes, puisqu'une catastrophe entraîne une activité économique. Vous savez que la grande tempête de décembre 1999 a produit, je crois, 1,2% de mieux en croissance. Alors évidemment, on peut faire de la croissance avec des catastrophes, mais l'objectif, c'est quand même plutôt d'éviter les catastrophes. Deuxièmement, la richesse mesurée par le PIB n'est pas une richesse nette, puisqu'elle ne tient pas compte de la décote par rapport à la valeur ajoutée que représente justement la consommation des réserves naturelles, les pollutions, et tout ce que les économistes appellent les externalités négatives. Dès l'instant où on les internalise, on s'aperçoit que la richesse nette n'est plus forcément très grande. Oui, pour revenir à cette question de génération, c'est quand même fort de café qu'on nous dise aujourd'hui qu'il faut prendre souci des générations futures, alors qu'on les a surchargés de dettes. Tout à fait. Donc, je trouve ça aberrant, je trouve ça incroyable que les mêmes qui ont condamné nos pauvres enfants à payer 2 fois, une fois pour nos retraites, et une seconde fois pour leur retraite, s'ils y arrivent, que ces mêmes parlent du souci des générations futures. Franchement, c'est une comédie que je trouve, qui un jour d'ailleurs va nous exploser la figure. Tout à fait. Les jeunes générations ne supporteront plus ce discours d'une hypocrisie rare. Alors, justement, à propos du PIB, vous avez tout à fait raison, je ne peux qu'aller de... Mais tout ça, c'est de la macroéconomie. Ouais. Je ne suis pas du tout dans la macroéconomie. Je vous ai parlé d'individu. Évidemment, le mot vous a fait un petit peu tiquer. Bon, j'aurais dû parler de la personne humaine, mais je n'aime pas beaucoup non plus ce terme, excusez-moi, parce que ça rappelle toute une idéologie autour du personnalisme. Bon, je sais bien que ça déplaît beaucoup de gens, aux marxistes, aux chrétiens, bon, un peu tout le monde, n'est-ce pas ? Mais bon, je suis conscient que je ne suis pas seulement un atome, évidemment, que j'ai des ancêtres, que j'ai des descendants, que j'appartiens à une famille, etc. J'en suis tout à fait conscient. Mais je suis désolé, je prétends être libre, le moins déterminé possible, le plus libre possible, et par conséquent, je voudrais que la liberté soit une valeur un peu plus respectée dans ce pays qui pourtant la met au fronton de ces édifices publics. Apparemment, la liberté est quelque chose finalement dont les gens n'ont pas envie. Vraiment, c'est ça le problème. Et qu'ils aiment bien qu'on les guide. Alors on va les guider maintenant sur l'écologie. On va dire ce que vous venez de dire, cher ami. Il faut mieux manger, il faut pas tomber dans l'excès, il faut faire des économies sur ceci, il faut faire des économies sur cela. Mais les gens sont libres. Ils sont libres à condition qu'on leur donne, à condition que l'on donne des bons indicateurs pour décider. Le problème, c'est que tous les indicateurs sont quasiment faux, à commencer par l'indicateur le plus important, qui est la monnaie. Nous vivons dans un monde de fausses monnaies, n'est-ce pas ?
C'est absolument... Et l'origine même de la crise que nous vivons aujourd'hui, on ne le dit pas assez parce qu'on raconte à peu près n'importe quoi sur ce sujet. L'origine de cette crise, elle n'est pas financière, elle est monétaire. Parce que nous imprimons de la fausse monnaie. Et nous essayons de guérir de cette crise en imprimant encore plus de la monnaie. Et donc, normalement, nous allons aggraver un petit peu plus la situation. Donc, je suis résolument pour que les individus se décident librement avec de bonnes raisons de se décider, c'est-à-dire de bons indicateurs, et qu'on ne les manipule pas comme on le fait avec de faux prix sur un certain nombre de domaines, et notamment dans tous les domaines régissant l'énergie et l'écologie, etc. Ce serait très intéressant d'avoir un débat sur la liberté parce que c'est un sujet immense, c'est évident qu'on peut s'en faire différentes idées, mais je m'empresse de dire que moi aussi je tiens à la liberté et j'y tiens d'autant plus que je crois que dans le monde où nous vivons, il faut une bonne dose de réflexion critique pour garder présentes les conditions de la liberté. Et la liberté, pour moi, ça commence déjà par essayer de sortir, fût-ce en sautant en marche, de ce train qui dévaste tout devant lui comme un bulldozer, ce que Serge Latouche appelle la méga-machine, cette espèce de système, aux aspects monétaires soulignés par vous, mais qui est la grande machine de la logique du capital, finalement, qui est le toujours plus, où il n'y a qu'un accélérateur et il n'y a pas de frein. Alors on est tous emportés par ce vaste mouvement. Et à mon sens, et c'est là où peut-être la théorie de la décroissance a quelque chose à dire, mais à mon sens, les choses les plus importantes et les conditions même de la liberté, c'est justement, pour reprendre encore un mot de Latouche, de décoloniser l'imaginaire symbolique, qui fait que nous sommes envahis d'économie en général, et plus particulièrement de ce modèle économique dont la base anthropologique nous dit que l'homme n'est rien d'autre qu'un consommateur et un producteur, un être égoïste qui recherche toujours son meilleur intérêt matériel et qui est fondé à le faire. Je crois qu'une réflexion sur le sens de notre présence au monde nous amène plus quand même si la formule a été bien banalisée, vers l'être que vers l'avoir. Qu'une société qui possède un marché, c'est autre chose qu'une société qui est un marché, où les termes de marché deviennent paradigmatiques. Et puis je dirais que c'est aussi la liberté retrouvée par une méditation sur la place de l'homme dans la nature, un autre rapport au cadre naturel de vie, au cadre naturel d'existence, au paysage, à la terre. C'est sortir de ce rapport qui remonte à la Bible, mais enfin surtout à Descartes, d'appropriation de la terre, qui fait de la terre un objet dont l'homme est son sujet, sortir du rapport de maîtrise, où l'un possède l'autre, domine la nature, l'exploite pour son seul avantage, et retrouver une sorte de rapport de parenté, ou sinon de parenté, du moins de co-appartenance. Voilà, c'est peut-être très ambitieux, mais au fond c'est ça. Retrouver un autre rapport à la nature, décoloniser l'imaginaire symbolique de cette pesanteur économique et sortir de cette méga-machine qui va d'autant plus vite qu'elle ne va nulle part, sauf qu'elle nous emmène dans un monde où plus rien n'a de valeur et où tout a un prix. Vous êtes tout à fait libre, si vous êtes libre, de sortir de ce train. Qu'est-ce qui vous empêche de sauter du train? Personne ne vous oblige à aller au McDo, personne ne vous oblige à prendre un avion low cost pour aller je sais où, personne ne nous oblige à acheter portable. Vous savez bien qu'on est quand même un peu conditionné vous dans le êtes, monde dans lequel on vit. vous êtes un bon exemple, puisque vous n'avez pas de portable. Donc voilà, c'est un excellent exemple. Donc vous n'aurez pas 10 pads, je ne sais pas quelle est la dernière machine. Donc bien sûr que nous, on ne va pas reprendre le débat sur le conditionnement par la publicité. Non, c'est pas possible. Donc,
il y a quand même, je disais tout à l'heure, une certaine hypocrisie dans ce discours du respect des générations, mais il y a aussi tout de même, au plan mondial, parce que le petit côté franco-français est assez ridicule dans cette affaire, on dépense beaucoup d'argent pour économiser quelques grammes de CO2, alors qu'ailleurs, la Chine, l'Inde, etc., dispensent d'énormes quantités. Donc nous ne pèsons presque pas dans cette affaire. Donc c'est quand même ce qui devrait être au centre du débat, c'est l'économie planétaire, hein, et non pas au sens du PIB, mais au sens du sort de chacun dans cette affaire et du choix de chacun. Et si on se met du côté des ex-colonisés, du côté des ex-nations prolétaires, dont beaucoup sont encore plus prolétaires que quand Moussa, je crois, avait inventé ce terme, Pierre Moussa. Qu'est-ce qu'on voit quelle est la perception qu'on a de ce monde de nantis, de ce monde de puissance, n'est-ce pas? Ce sont des gens, on a l'impression que ce sont des gens qui, après avoir pollué, exploité l'ensemble de la planète, disent stop là, ce n'est plus le bon modèle, et serrez-vous la ceinture. Je pense que ce discours-là n'est pas intelligible, n'est pas audible, et que ce n'est pas étonnant. La conférence de Copenhague s'est terminée dans un fiasco, évidemment. Ce n'est pas possible de tenir ce discours vis-à-vis de pays qui, en plus, maintenant, disposent d'une vraie puissance, et qui s'attablent à la table des grands, non pas seulement au plan économique, mais au plan stratégique, et au plan militaire, et au plan nucléaire. Donc, nous ne pouvons pas tenir ce discours, nous devons trouver un autre discours, et le seul discours que je tiendrai, c'est d'abord une vraie monnaie. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire valoir aux Chinois, qui sont demandeurs d'une vraie monnaie. Et d'autre part, ce qui est peut-être plus difficile à vendre aux Chines, c'est un respect des droits de propriété.